23 heures sur toute l'étendue du territoire national. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce vendredi. Le président Alassane Ouattara est à Paris, en France, où il aura un entretien dimanche avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra ensuite à Berlin, en France, pour prendre part à la conférence de haut niveau du G20. La Banque africaine de développement apporte son appui à la Côte d'Ivoire pour la gestion efficace des déchets solides ménagers sur le bassin du Gourou. La BAD vient pour ce faire de procéder à la remise d'équipements d'outils de terrain d'une valeur globale de plus de 700 millions de francs CFA. Sa musique aura traversé le temps. Son souvenir est toujours vivace dans les cœurs et dans les esprits de ses proches et des mélomanes. Ernesto Djedje, 34 ans déjà, que le nuatré national s'éteignait. Les Ivoiriens s'en souviennent ce 9 juin. Et je vous le disais tantôt, vous le verrez en image, le chef de l'État a quitté Abidjan ce vendredi. Le président Alassane Ouattara est à Paris, en France, où il aura un entretien dimanche avec son homologue français, Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra ensuite à Berlin, en Allemagne, pour prendre part donc à la conférence de haut niveau du G20. Notez qu'en marge de cette conférence, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel et plusieurs personnalités avant donc de se rendre mercredi 14 juin à Strasbourg où il prononcera une allocution devant le Parlement européen réuni en séance solennelle. Le vice-président de la République est lui rentré au pays après un séjour à Bruxelles. Daniel Kablan-Duncan, vous le voyez en image, est arrivé très tôt ce matin. Il prenait part en Belgique aux Journées européennes du développement. Le vice-président de la République représentait à cette 11e édition le président Alassane Ouattara. Voilà Daniel Kablan-Duncan qui s'est donc adressé à la nation tout de suite à son arrivée. Il a fait le point de sa mission. Je vous propose de l'écouter. Nous avions été heureux, honorés de représenter le président de la République et a été invité donc à ces journées européennes de développement. Nous avons travaillé beaucoup avec les autorités de l'Union européenne, singulièrement avec Mme Mogherini. En fait, l'objectif global de ces rencontres avec les institutions de l'Union européenne, c'est pour faire un peu le point de la coopération avec l'Union européenne, à la fois sur les problèmes qui les intéressent et puis, bien sûr, sur ce qui nous intéresse, notamment ce qui les intéresse, les problèmes de migration. Ce sont des problèmes importants, comme vous le savez, mais ce qui nous concerne particulièrement les problèmes donc, de financement et de développement. Et ensemble aussi, nous avons parlé du grand dossier concernant le sommet. Disons que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, de l'Union africaine, il y a 82 pays là qui seront ici à Abidjan au mois donc de novembre, le 29 et 30 novembre 2017. Et nous allons avoir, disons que 82 chefs d'État et de gouvernement, plus, disons que quelques milliers, on pense peut-être entre 4 000 et 5 000 personnes là, qui participeront donc au sommet qui va avoir lieu ici. Donc il fallait voir un peu les modalités pratiques donc, d'une telle rencontre. Et je dois dire qu'aussi nous avons rencontré les autorités belges, notamment le Premier ministre belge, et puis le ministre en charge du commerce extérieur, et bien sûr un certain nombre d'entreprises belges qui étaient donc à la rencontre. Il s'agissait là fondamentalement de préparer la venue de la princesse Astrid, la sœur du roi, qui va conduire une importante délégation, où il va y avoir à peu près 100 à 200 donc entreprises belges qui viendront ici en Côte d'Ivoire et vers le 22 octobre donc, de cette année. Et il fallait voir un peu la préparation de ça. Nous avons rencontré Mme Christine Lagarde, directrice générale donc, du Fonds monétaire international, et M. Gomez, qui est le secrétaire exécutif des ACP. Mais avec Mme Christine Lagarde, c'est pour voir un peu le programme avec le Fonds. Globalement, ça a été des éléments très très forts de rencontres, de panels, nombreux panels, mais aussi devant la Côte d'Ivoire, puisqu'on avait un panel spécial avec les hommes d'affaires. C'était très chargé, mais nous sommes heureux de revenir ici au niveau de la Côte d'Ivoire.
Un peu plus d'un mois avant le démarrage des 8e Jeux de la francophonie, ici même à Abidjan, sur les différents sites devant donc abriter l'événement, les choses se précisent et le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, dès son arrivée, a effectué sur le terrain une visite de chantier histoire de s'assurer de l'avancée des travaux. Issa Chonan Yeo. Daniel Kablan-Duncan, sur les chantiers des 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président a visité au pas de course le musée des civilisations, la bibliothèque nationale, le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. Ce déplacement vise à faire le point de l'avancée des travaux à moins de 45 jours de ces Jeux. Le stade Félix Houphouët-Boigny est déjà prêt. Au niveau des Trèchevilles, l'essentiel est fait. En fait, partout, ça avance très bien. Et mon sentiment actuel, c'est que ces différentes infrastructures seront prêtes pour les Jeux, conformément aux instructions du président de la République, à faire des efforts énormes pour des infrastructures de qualité qui vont servir par la suite. Disons que même pour, pour la CAN 2021, même pour d'autres compétitions donc internationales. Sur le plan sécuritaire, il rassure l'ensemble de la communauté francophone. On a discuté avec le ministre Mambé et avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous allons avoir une réunion dès le retour du Premier ministre sur ces différents dossiers et l'aspect sécuritaire est totalement pris en compte. Le ministre Robert Beugri-Mambé, pour sa part, indique que rien n'est négligé dans la finition des travaux. Tant que les Jeux n'ont pas commencé, je suis obligé, avec toute l'équipe que le président m'a confiée, de veiller au grain. Tout est fini. Si la communauté internationale nous demande des petits détails à corriger, on est obligé de corriger parce que la Côte d'Ivoire veut remplir toutes ses fonctions. Abidjan sera la capitale du monde francophone du 21 au 30 juillet prochain. Ils sont une trentaine de députés ivoiriens. Ils sont engagés pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé de créer une alliance dite du 3 avril. Le groupe prône le pardon et le groupe a produit aujourd'hui même à l'Assemblée nationale une déclaration recueillie pour vous par Gabriel Zané. Ils forment depuis le 3 avril, date de l'ouverture de la session parlementaire 2017, un pôle de députés dénommé l'Alliance du 3 avril. Leur intention est de participer au retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Dès aujourd'hui, l'Alliance du 3 avril se met en mission et demeurera saisie du dossier du pardon et de la réconciliation inter-ivoirien tant que la nécessité s'en fera sentir. À cet effet, les députés membres de l'Alliance du 3 avril iront à la rencontre des partis politiques, des leaders d'opinion, religieux et chefs traditionnels, ainsi que des Ivoiriens pour préparer le lit du retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. L'Alliance du 3 avril revendique une trentaine de députés. Elle procédera dans les jours à venir à la signature d'une charte dite « Charte du pardon et de la réconciliation » qui, selon les membres, constituera la feuille de route du mouvement. La Banque africaine de développement, je vous le disais en titre, a décidé d'apporter son appui à la Côte d'Ivoire pour la gestion efficace des déchets solides ménagers sur le bassin du Gourou. La BAD vient pour ce faire de procéder à la remise d'équipements et d'outils de terrain aux ministères concernés. Valeur globale de ce don, 700 millions de francs CFA. Si le problème d'inondation du carrefour de l'Indénié est désormais un souvenir, il reste que la présence des déchets solides aménagés constitue une préoccupation. Le projet de gestion intégrée du bassin versant du Gourou est une réponse à ce problème. Pour une meilleure gestion de la collecte de ces déchets, la Banque africaine de développement, BAD, apporte son appui institutionnel en matériel. Valeur plus de 705 millions de francs CFA. L'engagement de la Banque africaine a continué à appuyer la Côte d'Ivoire dans la gestion des secteurs aussi importants que l'assainissement, l'environnement et le développement durable afin d'assurer une meilleure cadre de collaboration des populations. Et la Banque sera à vos côtés pour que vive la coopération de la Côte d'Ivoire et la Banque africaine de développement. Le gouvernement salue l'initiative. C'est une avancée notable qu'il faut saluer et je voudrais particulièrement transmettre le remerciement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et du Premier ministre et chef du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly, à la Banque africaine de développement pour l'appui apporté à la Côte d'Ivoire. Et je voudrais donc rassurer les Ivoiriens.
et leur dire que pour faire face à cette insalubrité généralisée et à la problématique de la gestion des déchets solides ménagers et assimilés de notre capital économique, le gouvernement a décidé de déléguer le service public de propreté et non plus le service public de collecte. Nous parlerons désormais de service public de propreté de l'ensemble du district autonome d'Abidjan à des opérateurs compétents et expérimentés. Tracteurs, tricycles, coffres à ordures, poubelles, fourches, pelles, brouettes sont entre autres les outils de terrain qui doivent servir pour améliorer le travail des précollecteurs. Je sais que dans les heures qui viennent, il y aura 0 ordures dans le bassin. Nous comptons aussi sur les précollecteurs pour vraiment assainir le bassin. Lorsque nous-mêmes nous allons, que nous travaillons, les gens continuent de salir. Alors, Madame le ministre, avec la NASUR, nous ont toujours éduqués dans ce sens de dire à la population, vous avez souvent entendu, que chacun balaie devant sa porte. La seconde phase de ce projet prévoit d'anticiper et de traiter toutes les questions liées à l'assainissement, au drainage et à la gestion des déchets solides sur le bassin du Gourou, sur une période de 20 ans. Chantal Akandon signait ce reportage. Les ordures ménagères ont élu domicile dans les rues d'Abidjan. Vous en êtes certainement rendu compte, d'un quartier à un autre, le constat est le même, des tas d'immondices, ça et là, des ordures nauséabondes, toutes choses en tout cas qui menacent la santé des Ivoiriens. Qui doit faire quoi? Qui ne le fait pas? Quelles sont les dispositions prises pour donc résoudre la question? Nos reporters Oulaï Frédéric et Franck Quadio se sont intéressés au sujet. Regardez. Abidjan, plusieurs communes sillonnées. De Yopougon à Cocody, en passant par Abobo, Adjamé et Koumassi, un constat. Les ordures présentes dans les rues et dans bien d'autres sites publics. J'ai demandé, mais il dit, pourquoi dans ces temps-ci, il y a des ordures qui sont là? Parce que ça rend malade, ça donne fièvre typhoïde. Donc il y a une fille qui passait avec les ordures, elle venait déposer. Donc je lui ai demandé, ma chérie, pourquoi c'est maintenant ici, vous venez déposer les ordures? Elle m'a dit non, qu'elle déposait dans le quartier avant. Mais on leur a dit de ne plus déposer ça dans le quartier. Donc c'est ce qui fait qu'elles viennent mettre ça ici. Cocody, cité résidentielle, un important tas d'ordures à ce carrefour. Pas facile, même pour cette structure privée de ramassage, d'en venir à bout. Ici, la tâche en amont est réalisée par les précollecteurs jugés indisciplinés. Nous, c'est pas de notre faute. Nous, chaque jour que Dieu fait, on est là. C'est les précollecteurs. Quand nous on traite, après, ils viennent, ils reversent. Même tout à l'heure, si on quitte ici, ils vont dire 18h, 19h, passer pour constater. Vous allez voir, ils vont venir verser. À Yopougon, comme à Cocody Engré 8e tranche, des images évocatrices. L'insalubrité, une situation dénoncée par les riverains. Les véhicules de ramassage d'ordures venaient régulièrement, mais depuis, ils ne viennent plus. Les ordures sont là, on ne comprend pas. La question de la salubrité dans le district d'Abidjan, une des priorités du gouvernement ivoirien. À cet effet, plusieurs opérations pour rendre les communes propres sont menées, notamment le ramassage nocturne et l'opération grand ménage, ce qui n'occulte pas l'implication des collectivités. La NASUR, Agence nationale de la salubrité urbaine, l'entité du ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable chargée de rendre nos villes propres, situe les responsabilités. Les entreprises de ramassage d'ordures qui exercent dans le secteur sont forcément des entreprises qui contractent avec le ministère de la salubrité, de l'environnement et du développement durable via la NASUR. Les opérateurs de collecte sont retenus et prestent donc dans le secteur. La journée, il y a beaucoup de trafic. On sait également que ces camions ne sont pas sans nuisances, notamment des nuisances olfactives et tout ça. Donc c'est autant de facteurs qui font que le travail de jour n'est pas très productif et nous encourageons fortement donc le travail de nuit. Pour la directrice de la NASUR, la clé au problème demeure la sensibilisation. On fait beaucoup de campagnes de sensibilisation dans les marchés, dans les gares routières. Nous sommes tous confrontés à l'incivisme des populations. Face à cela,
on est en train de penser fortement aussi à la répression. Parce que vous allez dans des pays comme le Ghana à côté, mais on ne s'allie pas au Ghana. Pourquoi? Parce que dès qu'on jette un papier, on sait qu'on va être réprimé d'une manière ou d'une autre. Les populations exhortées donc à rendre leur cadre de vie propre, mais également à ne pas déverser leurs ordures dans les sites publics, notamment les rues et grands carrefours. Sarah Ouattara appelle les populations à un comportement citoyen. Selon elle, la phase répressive s'appliquera bientôt aux personnes et entreprises qui ne respecteront pas les mesures liées à la propreté de notre environnement. Le tabac, une autre menace qui plane sur la santé publique. L'une des principales causes de décès, de maladies, mais également d'appauvrissement dans nos sociétés. Pour lutter donc contre le tabagisme, les hommes de médias, en partenariat avec le ministère de la Santé, ont décidé d'initier une campagne de sensibilisation. Objectif zéro fumeur dans le milieu. On en parle avec Fidèle Aigné et Franck Quadio. Robert Conan a la trentaine aujourd'hui. Il travaille dans une entreprise privée. Il y a 4 ans, il a été diagnostiqué d'un cancer de la vessie, un mal dû à son addiction au tabac. Moi, j'ai commencé à fumer très tôt, entre 13-14 ans par là. Et j'ai arrêté à la cigarette en 2013 et 2014. En 2012, en tout cas, j'ai commencé à constater des saignements au niveau de mes urines, au niveau de mes selles. Bon, quand je pars dans les toilettes, en tout cas, ça saigne. Et j'ai été à l'hôpital. Et à mon premier rendez-vous, il m'a posé d'abord une question. Tu es fumeur? Et je lui ai dit oui. Il dit, ah, si tu fumes, à partir d'aujourd'hui, arrête de fumer. Parce que c'est ce qui est en train de te tuer. Le tabac est l'une des principales causes de décès, de maladies et d'appauvrissement. De source médicale, un cancer sur 3 est lié à la consommation du tabac. Le premier cancer reste le cancer pulmonaire. Et à côté de ce cancer pulmonaire, d'autres organes peuvent être touchés, notamment la vessie. Le tabac, lorsqu'il survient chez des sujets qui sont diabétiques, est un facteur d'aggravation des complications liées au diabète. Et le tabac reste encore un facteur de risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, guéri de son mal, Robert veut être une voix qui dénonce les méfaits de la cigarette. Si j'ai quelque chose à dire à la jeunesse d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore fumé, ne fumez pas. Ceux qui fument, arrêtez. Le tabagisme fait rage dans le monde. Selon les Nations Unies, 7 millions de personnes perdent la vie chaque année, dont 6 millions de fumeurs et 890 000 non-fumeurs. La conférence des médias contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie en Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, entend éradiquer ce fléau du milieu de la communication et faire des communicateurs des modèles et des plumes dans la lutte anti-tabac. Pour pouvoir mieux sensibiliser, il faut que toi-même tu prouves aux gens qu'à la réalité, ce qui détruit n'est pas bon. Donc c'est pour ça que nous avons ciblé les communicateurs. Qui nous permettent d'avoir, à travers leurs outils de travail, des plages pour faire passer le message à la jeunesse qui est vulnérable à tout effet de mode, qui pense que fumer, c'est mettre une cigarette dans ses 2 doigts, alors que c'est se tuer à grand feu. Le tabac tue la moitié des consommateurs. Selon l'OMS, une personne meurt toutes les 6 secondes du fait de ce fléau et la moitié des consommateurs du tabac mourront d'une maladie liée au tabac. Le ministère de l'Industrie et des Mines veut renforcer l'efficacité des services pour le développement industriel et minier ici en Côte d'Ivoire. Mais comment relever le défi? Pour en parler, une rencontre se tient en ce moment. Il est question de définir une stratégie nationale. C'est ce que nous dit Eugène Atoubé. Faire du secteur industriel et minier un pilier du développement de la Côte d'Ivoire. Un objectif que le ministère de l'Industrie et des Mines réaffirme à travers le séminaire qui se tient actuellement à Yamoussoukro. Une rencontre de haut niveau où les directeurs centraux, directeurs régionaux et directeurs départementaux portent la réflexion sur la nécessité de renforcer l'efficacité des services en vue d'une meilleure offre basée sur la qualité,
la célérité et la performance. Nous avons besoin d'une nouvelle façon de travailler, d'une nouvelle façon d'aborder les problèmes. C'est pour cela que nous avons besoin de remobiliser nos acteurs, de remobiliser nos collaborateurs autour de ces objectifs et de voir avec eux quelle est cette nouvelle façon de travailler qui correspond au cadre nouveau dans lequel nous sommes. Le ministre de l'Industrie et des Mines attache du prix à cette rencontre managériale de Yamoussoukro. Ainsi, à l'ouverture des travaux et devant les directeurs de son département, Jean-Claude Brou a rappelé les progrès en termes d'acquis dans les secteurs mines et industrie au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Rappel doublé d'une exhortation aux séminaristes à s'approprier les décisions et politiques du gouvernement déclinées en actions prioritaires pour le ministère de l'Industrie et des Mines. S'agissant du développement industriel, nos priorités portent sur 3 programmes principaux, à savoir le programme de développement de la transformation des matières premières, notamment l'anacarde, le cacao, le textile, l'EVA et les fruits et légumes. Le programme d'amélioration de la compétitivité des entreprises industrielles et le programme de renforcement et de développement des infrastructures industrielles. Concernant le développement du secteur minier, les actions portent particulièrement sur le développement de la production et de la diversification minière. Le séminaire de renforcement de l'efficacité des services pour le développement industriel et minier apparaît comme un véritable exercice de management. Il reprécise pour le ministère de l'Industrie et des Mines la voie à suivre pour relever les défis. Je vous conduis à présent dans le Gbeke, précisément dans le village de Broukro, village situé dans la commune de Boaké qui est totalement absorbé par la ville. Conséquence, plus de terres cultivables pour les populations, plus de travail non plus pour les jeunes et le manque d'infrastructures de base telles que des centres de santé ne vient pas pour arranger les choses. Soro Corona, Kader Sogodogo. Situé à 2 km de la dernière habitation de la ville de Boaké au début des années 2000, Broukro village est aujourd'hui totalement phagocyté par la commune. Les terres de ces populations qui leur servaient pour la pratique de l'agriculture sont morcelées et en construction. Conséquence, plus de terres cultivables. C'est très difficile parce que non, presque plus de terres cultivables. Les jeunes gens qui émergent sont tous des cultivateurs, ils n'ont pas d'autres métiers. Et donc, ça pose problème. Ma population est en majorité composée d'agriculteurs. Malheureusement, nous n'avons plus de terres cultivables à cause du développement qui nous a rattrapés. Face à la réduction des terres cultivables, les jeunes s'organisent pour leur reconversion à de nouveaux métiers pour garantir leur suivi. Comme ils n'ont plus de terres cultivables, et puis comme ils n'ont pas appris de métier, il va falloir faire en sorte qu'ils puissent se trouver une possibilité d'avoir des moyens pour survivre. Les gens sont en train de construire. Je leur ai dit, voilà ce que les gens sont en train de faire autour. S'il y a des gens qui sont là, qui peuvent se mettre dans le métier de la maçonnerie, ça pouvait être un métier vraiment très, très bon pour les jeunes. Engloutis par la ville, les populations de Broukro village se disent oubliées par les autorités municipales. Tant les difficultés sont nombreuses. Nous avons construit une maternité dans les années 80. Actuellement, notre préoccupation, c'est donc l'équipement de la maternité, l'électrification de ces bâtiments-là, plus l'adduction d'eau. Il n'y a personne pour nous aider. Nous qui avons des petites activités aussi, s'ils peuvent développer notre activité aussi pour qu'on puisse aller un peu de l'avant. Pour l'équipe municipale, Broukro village existe dans le programme de développement de la commune de Boaké. Je voudrais rassurer les parents pour dire que nous sommes en bon rapport avec le ministère de la Santé pour que les hommes de la santé viennent travailler là au bénéfice donc de nos populations. Nous avons en notre sein ici un fonds que nous mettons à la disposition de la population. Donc que les gens n'hésitent pas. Fondé au début des années 1900 et peuplé aujourd'hui de plus de 500 habitants, Broukro village attend toujours afin d'éviter la fuite de ses bras valides vers des horizons plus prometteurs. On parle athlétisme et en images, 4e étape de la Diamond League 2017, la finale du 100 mètres féminin
Disputée à Rome, en Italie, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a fini sa course à la 2e place, derrière la championne du monde du 200 mètres, la néerlandaise Daphne Schippers. Sa musique aura traversé le temps, son souvenir est encore vivace dans les cœurs et dans les esprits. Ernesto Djedje, 34 ans déjà que le Nuatré national s'éteignait, les Ivoiriens s'en souviennent ce 9 juin. « 9 juin 1983, Ernesto Djedje s'éteignait à l'âge de 36 ans. La Côte d'Ivoire musicale et artistique venait de perdre une de ses plus belles voix. 34 ans après, les souvenirs restent encore vivaces dans les esprits. La base de son succès, c'est qu'il voulait que son pays ait sa propre musique, pendant que en ce temps-là, on disait la musique ivoirienne, la musique ivoirienne. Et il a créé. Et tout le monde était d'accord qu'on peut créer la vraie et réelle musique ivoirienne. Il ne nous appartenait plus. Mais en même temps, on luttait pour qu'il nous appartienne, mais malheureusement, on était entre 2 personnes. Et ce dernier, il était tout pour nous, puisque c'est lui qui conduisait non seulement la famille, mais en plus de cela, qui conduisait aussi la culture de notre région, d'Aloa. Précurseur du Zigzibiti, rythme tiré du terroir Bété, précisément de Taïragoué et d'Aloa, Ernesto Djedje, ou encore le Nuatré national pour les besoins de l'art, a marqué plus d'un mélomane avec sa musique. Après, c'était un duo très intéressant. Et Djedje, est-ce que c'est ton avis que le duo était intéressant? Oui. Si j'étais à la télé, un duo comme ça, je l'enregistre et puis je le vends aux autres pays qui ont la télé. Mais c'est vrai. Hein? Mais pourquoi à la télé seulement? Non, c'est très bon. Ah ouais? Nous, on n'est pas commerçant, on va enregistrer ça, on va prêter ça au pays. Mais frère. moi, j'ai dit d'enregistrer ça pour moi là-bas. Je vais vendre. Et comme les génies ne meurent jamais, Baïs Pinto, un de ses illustres compagnons, l'immortalise à travers une chanson. Ça, c'était hommage à Ernesto Djedje. En 13 ans de carrière seulement, Ernesto Djedje a laissé plus d'une dizaine d'œuvres à la postérité. Sa famille envisage de lui rendre un grand hommage l'année prochaine à travers des festivités. Voilà, Franck Kouadio et Issa Tchono Yeo signaient ce reportage. Cette information, avant de nous dire au revoir, je vous rappelle que le chef de l'État a quitté Abidjan ce vendredi. Le président Alassane Ouattara est à Paris, en France, où il aura un entretien dimanche avec son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État se rendra ensuite à Berlin, en Allemagne, où il prendra part donc à la conférence de haut niveau du G20. Notez que le chef de l'État se rendra également mercredi 14 juin prochain à Strasbourg, où il prononcera une allocution devant le Parlement européen, réunis en séance solennelle. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même heure.